Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous. C'est la une de votre édition du 19h. Nouveau souffle pour la coopération algéro-émirati. La 14e session de la commission mixte couronnée par la signature de 4 conventions dans les secteurs des affaires religieuses, de la culture, des travaux publics et de l'industrie. Transport, mise en service du nouveau train Coradia reliant Béchar à Oran sur 573 km pour une durée maximale de 6 heures de voyage. Le réseau ferroviaire en Algérie se modernise pour offrir confort et sécurité aux voyageurs. Histoire, il y a 60 ans, le gouvernement provisoire de la République algérienne GPRA a été créé en pleine guerre de libération nationale. Une évocation à suivre dans notre journal. À Paris, le Front Polisario a déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance contre la société Chancerelle qui exploite la marque de conserverie connotable de sardines pour activité illégale dans les eaux sahraouis. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue chilien, Sébastien Pinera Enquiné, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, dans lequel il a assuré sa disponibilité à œuvrer avec lui au renforcement des relations d'amitié qui unissent les deux pays. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce mardi à Alger le ministre émirati de l'économie Sultan Ben Saïd El Mansouri qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 14e session de la commission mixte algéro-émirati. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. La 14e session de la commission mixte algéro-émirati a été couronnée par la signature de 4 conventions de coopération bilatérale dans les secteurs des affaires religieuses, de la culture, des travaux publics et de l'industrie. Voici les détails avec Nesrine Ben Saïdi. Une clôture des travaux de la 14e session de la commission mixte algéro-émirati couronnée de succès puisque 4 conventions de coopération bilatérale ont été signées dans plusieurs secteurs en vue d'intensifier et d'élargir les relations bilatérales au mieux des intérêts des deux pays frères. Je ne manque pas de citer en cette occasion les résultats positifs obtenus lors des travaux de cette 14e session. Il est sûr que ces résultats donneront un nouveau souffle aux relations bilatérales entre les deux pays. Ce sont là des résultats concrets, prêts à être exécutés sur le terrain et qui traduisent l'existence d'une réelle volonté des deux pays à réaliser une complémentarité économique et culturelle dans le cadre des orientations des présidents des deux pays, Abdelaziz Bouteflika et Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. ما يهمنا في هذا كله هناك مستهدفات واضحة Nous avons des objectifs communs à atteindre. Nous voulons arriver à des résultats concrets. Ces travaux se tiennent depuis des années et nous pouvons dire que les deux pays ont réalisé pas mal de projets fructueux. Aujourd'hui, nous souhaitons développer cette coopération. Les deux ministres ont signé aussi le programme exécutif de l'accord de coopération entre l'Algérie et l'État des Émirats arabes unis dans le domaine des affaires religieuses et des waqf pour 2019-2020. Ils ont également signé le programme exécutif de la convention de coopération culturelle entre les deux pays pour la période 2018-2020 et un mémorandum d'entente relatif aux infrastructures. Le directeur de l'Institut algérien de normalisation et l'autorité émiratie de standardisation et de métrologie ont signé également un mémorandum de coopération artistique entre les deux parties. Il a été convenu lors de cette session d'organiser une rencontre entre les hommes d'affaires des deux pays en Algérie durant l'année 2019. À l'issue de cette rencontre, il a été convenu d'organiser une rencontre entre la commission d'organisation des opérations de bourse et son homologue
homologue émirati en mars 2019, ainsi qu'une réunion pour la commission en douane entre les deux pays durant la même année. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail au commandement des forces aériennes. Le général de corps d'armée présidera au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Boumaïza Hamid en qualité de commandant des forces aériennes en remplacement du général-major Lounès Abdelkader mis à la retraite. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu en audience ce mardi à Alger le directeur général de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, Fernando Arias, qui effectue une visite de travail à l'invitation de Msahel. L'occasion pour les deux parties d'évaluer la coopération entre l'Algérie et cette organisation, ainsi qu'à l'examen des voies et moyens de sa consolidation et de son renforcement. Fernando Arias a relevé le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix et la stabilité dans la région et l'exemple qu'il donne dans le monde. Et je vous propose maintenant d'écouter leur déclaration. Je suis ici, en Algérie, pour reconnaître la valeur de la diplomatie algérienne, le rôle de stabilité que ce pays a dans toute la zone du nord de l'Afrique et l'exemple qu'il donne au reste du monde, et je le vois dans les organisations internationales, comme pays de paix, de stabilité et de capacité et sagesse pour résoudre les problèmes intérieurs. Le monde traverse un moment difficile. La multipolarisation nous complique beaucoup les choses. C'est une organisation de paix qui a réussi à détruire presque 97% des armes chimiques déclarées au monde et qui a maintenant le grand défi de garantir la non-réémergence des armes chimiques. J'ai rassuré donc M. Arias de la coopération pleine et entière de l'Algérie avec cette organisation que nous connaissons très bien, puisque l'Algérie a pris une part extrêmement importante à la naissance de cette organisation. Nous partageons les préoccupations de ses membres et les préoccupations de son directeur, donc il vient d'être élu. Je peux l'assurer, je l'ai rassuré donc de la coopération totale de l'Algérie pour ce qui est donc de la mise en œuvre de son mandat. Je disais à M. Arias que ce peuple, notre peuple, a connu les effets d'utilisation des armes chimiques déjà au XIXe siècle. La ville de La Roate a connu en 1852 véritable agression avec l'usage d'armes nucléaires de l'époque. C'était du chlorome, c'est ça. Que je suis d'une génération qui a connu la guerre de libération, que l'Algérie, elle aussi, a été confrontée à l'usage du napalm et d'autres armes de cette nature. Donc nous comprenons très très bien son engagement, son enthousiasme à faire en sorte que ces armes soient bannies et qu'il trouvera en Algérie un partenaire qui l'accompagnera dans l'accomplissement de son mandat. Transport, le réseau ferroviaire en Algérie se modernise. Nous avons suivi il y a quelques jours dans nos éditions le lancement du train à grande vitesse Coradia reliant Batna à Ouargla. Aujourd'hui, un autre nouveau train de grande vitesse a été mis en service sur la ligne reliant Béchar à Oran via Belabès et Naama. Un vrai soulagement pour les usagers qui peuvent voyager à bord d'un train plus confortable et plus rapide pour parcourir 573 km du trajet Farah-Hamadash. Les rames du Coradia quittent la gare de Béchar, direction Oran. Ce nouveau train, tant attendu par les Bécharis, les transportera jusqu'à Oran en 6h20 au lieu de 7h20 avec l'ancien train. Ce véhicule traverse 8 gares et fait 21 haltes, un voyage qui se fera dans des wagons climatisés et confortables. Avec l'ancien train, le voyage était pénible. Le train n'était pas confortable, pas propre et souvent surchargé. Mais avec le Coradia, c'est nettement mieux. Je préfère payer plus cher et voyager dans de bonnes conditions. Le Coradia est composé de 250 sièges, dont 60 pour la première classe.
Nous proposons des services à bord destinés aux voyageurs comme la restauration. Le train dispose également de commodités nécessaires pour faciliter l'accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. La mise en service du Coradia sur la liaison Béchar-Oran-Béchar vise aussi à booster le tourisme dans la région en offrant un moyen de transport moins cher que l'avion. En tout, ce sont 17 trains de type Coradia qui ont été commandés par la SNTF pour moderniser le transport de voyageurs à travers le pays. Et puis cette information, 2 personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été blessées dans le renversement d'un bus de transport de voyageurs survenu ce matin dans la région de Ben Naam, à Oulad Jellel, dans la wilaya de Biskra. L'accident s'est produit sur un axe routier de la route nationale numéro 46A entre les wilayas de Biskra et Msila suite au dérapage puis le renversement d'un bus assurant la liaison Alger-Ouergla. Sont décédés un homme âgé de 52 ans et un nourrisson de 9 mois. Les 42 personnes blessées ont été évacués vers les établissements hospitaliers des villes de Tolga et de Oulad Jellel où ils ont reçu les soins nécessaires. Le wali de Biskra et les autorités locales leur ont rendu visite. Parlons maintenant de l'agriculture. Dans la commune de l'Aqwassem, dans les hauteurs des montagnes de Tissim-Silt, la sécurité, la quiétude et la stabilité ont permis aux agriculteurs de retourner vers leurs terres agricoles, de semer, de récolter et de commercialiser la vigne. Tout un travail grâce aux aides de l'État et la volonté de tous. Amel et Siridir. Nous sommes dans la localité d'El-Qawassem à Tissim-Silt. Une région éloignée, réputée pour sa vigne de grande qualité. Une activité qui a été malheureusement délaissée pendant la décennie noire. Mais les agriculteurs de la région tentent de relancer cette filière. Grâce à la réconciliation nationale, nous avons pu reprendre l'activité agricole dans notre région. C'est une région connue pour ses vignes et d'autres fruits et légumes. D'ailleurs, nous alimentons les autres wilayas en produits maraîchers comme la wilaya de Relizen, Tiaret et Chlef. Nous avons bénéficié d'aide de l'État après la décennie noire et là nous avons repris le travail de la terre et tout va bien. La région d'El-Qawassem a bénéficié depuis de plusieurs programmes de développement, notamment dans le domaine agricole. Mais cela reste malheureusement insuffisant. Il manque encore beaucoup de choses dans notre douar. Par exemple, certains agriculteurs ont du mal à transporter leur production à cause du problème des routes impraticables. Nous avons également un problème de réseau téléphonique. Les autorités locales ainsi que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont dû redoubler d'efforts pour désenclaver cette région. En effet, un programme spécial a été tracé, notamment pour l'ouverture des routes agricoles et le logement rural, ce qui permet d'encourager ces agriculteurs à poursuivre leur activité. Ce n'est donc qu'un exemple parmi tant d'autres de programmes de développement mis en place pour désenclaver les régions éloignées dans tout le pays. Dans la commune de Ras El-Oued, dans la wilaya de Bouj Bouarerij, grâce aux aides financières de l'État, l'agriculteur Mjahed Attara a pu développer son exploitation agricole en créant une section dédiée pour l'élevage bovin des vaches laitières. Un matériel moderne, un savoir-faire, mais surtout une volonté pour réussir. Salem Kasser. Des mesures incitatives et des aides qui ont vraiment fait de cette exploitation agricole un exemple dans le domaine de l'élevage. C'est une unité d'élevage de vaches laitières bien gérée et vraiment dotée de tous les équipements modernes. L'État m'a aidé avec 30 vaches. Je suis presque à 50 aujourd'hui. Et j'ai un projet pour arriver à 70 vaches. Je distribuerai mon lait par le biais des entreprises privées. Les éleveurs de vaches laitières dans la wilaya de Bouj Bouarerij sont au nombre de 3000, un chiffre considérable qui permettra une disponibilité du lait dans la région et mettra fin aux pénuries. Nous travaillons très bien, le seul problème que nous rencontrons c'est l'électricité. Nous avons un grand besoin en électricité pour l'élevage bovin et avicole. Ce serait bien si le projet de l'énergie renouvelable soit rapidement réalisé dans la wilaya. Depuis les années 2000, nous avons subventionné 6 laiteries. Ces aides à ces projets consistaient en une subvention de 400 millions de dinars.
الدعم هذا كان يخص بعد الإنجاز المشروع وكانوا ياخذوا فيه 400 مليون. Cette stratégie adoptée par les pouvoirs publics d'aide et de subvention aux investisseurs dans le domaine agricole et l'élevage bovin semble porter ses fruits. La wilaya produit suffisamment de lait pour s'autosuffire et même distribuer dans les autres wilayas limitrophes. Place maintenant à l'éducation nationale. Les cantines et le transport scolaire, deux services manquants dans la majorité de nos établissements. À Ain Timouchat, le problème semble résolu cette année, puisque 35 000 élèves des écoles primaires bénéficient chaque jour de repas chauds et des bus scolaires desservent quasiment toute la wilaya. Hasna Zoubiri. Il est midi, ces écoliers se dirigent vers le réfectoire. L'heure est de servir le déjeuner. Dès qu'on termine les cours, je viens à la cantine avec mes camarades pour déjeuner. Ils s'occupent bien de nous, alhamdoulilah. Des repas chauds et un transport scolaire, des moyens que les autorités locales d'Ain Timouchent mettent à la disposition des élèves, notamment du cycle primaire. Plus de 35 000 bénéficiaires sont recensés à travers le territoire de la wilaya. Nous avons 127 cantines réparties sur plusieurs communes avec un taux de couverture de 76,80%. Concernant le transport scolaire, les autorités locales ont multiplié leurs efforts. D'ailleurs, le taux de couverture est à 100%. La wilaya, en collaboration avec la direction de la formation et de l'enseignement professionnel, a conclu une convention qui concerne 380 agents dans différentes catégories, de gérants de cantine à agents de nettoyage. Le but à travers cette formation est d'améliorer la prestation dans les cantines scolaires. D'autres projets sont programmés à Ain Timouchent dans le but d'améliorer le cadre de vie des écoliers, des projets qui auront sans doute des répercussions positives sur le rendement scolaire de ces élèves. Histoire, il y a 60 ans, le 19 septembre 1958, naissait le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Un gouvernement provisoire qui a pu s'imposer en tant que représentant légitime du peuple algérien et imposer la cause algérienne contre le colonialisme français pour le recouvrement de sa liberté et son indépendance. Al-Majid Merkassi. C'est en pleine guerre de libération nationale, soit 4 années après le déclenchement de la révolution de novembre, que le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, a vu le jour et allait s'imposer en un temps record, non seulement comme la voix de l'Algérie en lutte, mais aussi comme le vecteur de l'internationalisation et la mobilisation autour de la cause algérienne contre le colonialisme français. La naissance du GPRA et sa proclamation officielle le 19 septembre 1958 est intervenue en application des décisions du Conseil national de la révolution algérienne, le CNRA, lors de sa réunion au Caire, en Égypte, du 20 au 27 août 1957, soit un peu plus d'une année avant. C'est ainsi que le GPRA s'est imposé comme représentant légitime et unique du peuple algérien lors des négociations d'Évian, sanctionnées par la signature du cessez-le-feu le 19 mars 1962, qui a abouti par la suite à l'indépendance de l'Algérie, un certain 5 juillet de la même année. Mais avant le recouvrement de la souveraineté nationale, le GPRA aura eu un impact considérable sur le cours de la Révolution, notamment du point de vue diplomatique, dans la mesure où, sitôt proclamé, il a eu la reconnaissance de plusieurs gouvernements à travers le monde. Cette reconnaissance et adhésion des différents États à la cause algérienne conféra dès lors un rôle plus que déterminant pour le GPRA dans le renforcement de la diplomatie algérienne, en impulsant la diplomatie révolutionnaire qui a accompagné la lutte de libération jusqu'au recouvrement de sa liberté et de son indépendance. Ce soutien international dont venait de bénéficier la révolution algérienne ne manquera pas de porter l'estocade au discours français qui évoquait un essoufflement, voire un étouffement de la guerre de libération nationale. Et c'est à la lumière de toutes les reconnaissances et de tous les soutiens qui ont suivi l'annonce de sa formation le 19 septembre 1958 et qui ont émané de plusieurs capitales à travers le monde que le GPRA allait intensifier ses activités dans le concert des nations et dans les ambassades algériennes accréditées à l'étranger pour s'imposer en tant que partie du conflit et en tant que représentant officiel et légitime du peuple algérien.
Il a eu à gérer des étapes cruciales dans le parcours de la révolution algérienne, depuis sa formation jusqu'à la signature du cessez-le-feu, en passant par les différentes phases des négociations d'Évian. Et à l'occasion du 60e anniversaire de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, vous pourrez suivre à 21h sur Canal Algérie une émission spéciale présentée et animée par Nazim Aziri. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Ouira, première région militaire, et Skikda et Bouakri, 5e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire, ont découvert et détruit hier 2 bombes de confection artisanale et 6 casemates pour terroristes contenant 80 kg de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs, ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires, des médicaments et divers objets. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée a poursuivi la même source. Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tlemcen, 2e région militaire, et à Béjaïa, 5e région militaire, 3 narcotrafiquants en possession de 31,4 kg de kif traités, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé à Ingezam et Bojbeji Mourtar, 6e région militaire, 3 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 2 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et un téléphone satellitaire. Selon la même source, plus de 11 000 unités de tabac ont été également saisies à Al-Oued, 4e région militaire, et à Tlemcen, 2e région militaire. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala, 5e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 6 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Gardaya, et fin du communiqué du MDN. Dans un rapport, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, soulignant que le Maroc a violé la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels. Les services d'Antonio Guterres ont rendu public ce rapport à l'occasion de la 39e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, qui se tient depuis le 10 septembre dernier jusqu'au 28 septembre prochain. Concernant le Maroc, le document a évoqué notamment 3 cas de Sahraouis victimes de traitements cruels et de privation de leurs droits, illustrant la situation déplorable des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés illégalement par le Royaume. Au tribunal de Paris, le Front Polisario a déposé ce mardi une plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance contre la société Chancerelle, qui exploite la marque de conserverie connotable pour activité illégale dans les eaux sahraouis. Voici les détails avec Afef Belhouchet. C'est une première qui créera un précédent dans le droit. L'avocat Gilles Devers, mandaté par le Front Polisario, a déposé une plainte pénale auprès du tribunal de grande instance de Paris contre le groupe Chancerelle, un groupe français qui commercialise en France des sardines pêchées illégalement dans les eaux sahraouis et dont le PDG vient d'annoncer l'investissement de 4 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle usine de traitement de sardines à l'Ayoun, au mépris du droit européen. Il n'y a aucun cadre juridique qui l'autorise. Elle crée sur place des emplois, c'est-à-dire qu'elle fait venir des gens qui sont des Marocains. Ça s'appelle du transfert de population et c'est l'infraction que nous visons, qui est un crime. Quand ça joue dans le contexte d'une opération militaire, je rappelle que tout le territoire est un territoire militaire occupé au sens de la 4e Convention de Genève. Et c'est par ailleurs le crime de complicité parce que l'entreprise facilite l'œuvre du Maroc qui est de tenter de coloniser le territoire en y amenant l'argent qui permet de financer la colonisation. En plus du crime de guerre, la plainte comporte 2 autres infractions, à savoir la discrimination économique et la fraude à la consommation. La discrimination économique, pourquoi? Parce que les Sahraouis ont des richesses naturelles et que ces gens-là s'organisent pour faire une sorte de cartel mafieux pour que nous ne puissions pas exploiter leurs ressources. C'est du poisson sahraoui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les Sahraouis qui en profitent? Voilà, donc c'est de la discrimination économique. Et ensuite, il y a un troisième aspect qui touche le droit de la consommation, qui est la fraude à l'origine, parce que les poissons viennent des eaux sahraouis et ils sont indiqués Maroc. Concrètement, cette plainte traduit dans les faits la décision qu'avait rendue la Cour de justice européenne, reconnaissant clairement la distinction entre le territoire de l'État du Maroc et celui de l'Aras, représenté par le Front Polisario, qui par ce geste adresse un message à toutes les autres entreprises françaises et européennes. La Cour de justice européenne était très claire concernant le consentement du peuple du Sahara occidental qui est représenté légalement par le
Front Polisario. Si une entreprise est intéressée à faire du business au Sahara occidental, la seule partie à contacter ou à demander l'autorisation, c'est le Front Polisario comme étant le seul représentant du peuple du Sahara occidental. On a souvent dit, nous discutons, nous sommes pour l'affirmation du droit, maintenant nous sommes pour l'application. Et si les gens ne veulent pas comprendre, ça sera la contrainte juridique. Donc aujourd'hui, c'est une plainte contre sa société. Nous allons voir les effets que cela représente, mais il y en aura d'autres. C'est tout à fait clair que nous sommes intransigeants dans cette défense parce qu'il ne s'agit pas de défendre des intérêts économiques, mais de défendre l'existence d'un peuple et son avenir. Au-delà de la procédure judiciaire qui avancera au rythme de la justice, une première victoire a été remportée par le simple fait de la recevabilité de la plainte par le procureur de la Cour de justice de Paris, qui a été choisi par les avocats pour sa compétence à juger les crimes de guerre. Des milliers de personnes ont accompagné aujourd'hui à sa dernière demeure l'icône de la chanson kabyle, Jamal Allam, décédé samedi dernier dans un hôpital à Paris suite à une longue maladie à l'âge de 111 ans. Arrivé en début de matinée à l'aéroport à Ben Ramdan, la dépouille a été immédiatement transportée par un cortège funéraire au hall du théâtre Abdelmalek Bouguermouh, où elle a été exposée au public venu en grand nombre pour lui rendre un dernier hommage. Était présent aux côtés des membres de sa famille de hauts cadres de l'État, dont le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et celui de la jeunesse et des sports Mohamed Hattab, ainsi que son prédécesseur Ali Ould El-Hadi, des élus nationaux et locaux et une pléiade d'artistes et d'amis de l'artiste défunt. Aït Mengellet, Safi Boutella, Amour Abdelnour, Kamal Hamadi, Hafid Jema'i, Malika Doumran, entre autres artistes étaient présents pour rendre un dernier hommage au grand artiste. Jamal Allam a été inhumé au cimetière de Sidi Mohamed à Mokran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on termine notre édition avec cette information. Le championnat arabe militaire de taekwondo qui s'est tenu du 13 au 18 septembre 2018 au Liban a connu une participation honorable de l'équipe nationale militaire. Lors de cette opération de haut niveau qui a enregistré la participation des athlètes représentant 8 nations arabes, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Jordanie, le Koweït, la Palestine, la Tunisie et le pays organisateur, le Liban. Le sergent contractuel Belil Ilyes a décroché une médaille d'or et le titre de champion arabe militaire de taekwondo dans la catégorie de poids des 74 kilos, ainsi que 4 autres médailles, dont 2 en argent et 2 en bronze, obtenues par l'équipe nationale militaire qui s'est adjugée la deuxième place par équipe. Ces résultats positifs et honorables interviennent pour confirmer les réalisations acquises durant les précédentes compétitions militaires internationales et démontrent le développement remarquable enregistré dans le niveau de nos athlètes grâce au soutien permanent et continu du haut commandement de l'armée nationale populaire. Et voici maintenant le rappel des titres. Nouveau souffle pour la coopération algéro-émirati, la 14e session de la commission mixte couronnée par la signature de 4 conventions dans les secteurs des affaires religieuses, de la culture, des travaux publics et de l'industrie. Transport, mise en service du nouveau train Coradia reliant Béchar à Oran sur 573 km pour une durée maximale de 6 heures de voyage. Le réseau ferroviaire en Algérie se modernise pour offrir confort et sécurité aux voyageurs. Histoire, il y a 60 ans, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, a été créé en pleine guerre de libération nationale, une évocation que vous avez suivie dans notre journal. À Paris, le Front Polisario a déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance contre la société Chancerelle qui exploite la marque de conserverie connotable de sardines pour activité illégale dans les eaux sahraouies. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site 1tv.d7 sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Falil Assari à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée. Au revoir.